3 enfants sur une route, en Islande, en 1965. Il me disait que c'était pour lui l'image du bonheur, et aussi qu'il avait essayé plusieurs fois de l'associer à d'autres images, mais ça n'avait jamais marché. Il m'écrivait: « Il faudra que je la mette un jour toute seule, au début d'un film, avec une longue amorce noire. Si on n'a pas vu le bonheur dans l'image, au moins on verra le noir. » Il m'écrivait: « Je reviens d'Hokkaido, l'île du Nord. Les Japonais riches et pressés prennent l'avion, les autres prennent le ferry. L'attente, l'immobilité, le sommeil morcelé, tout ça curieusement me renvoie à une guerre passée ou future. Train de nuit, fin d'alerte, abri atomique. De petits fragments de guerre, enchâssés dans la vie courante. » Il aimait la fragilité de ces instants suspendus, ces souvenirs qui n'avaient servi à rien, qu'à laisser, justement, des souvenirs. Il écrivait: « Après quelques tours du monde, seule la banalité m'intéresse encore. Je l'ai traqué pendant ce voyage avec l'acharnement d'un chasseur de primes. À l'aube, nous serons à Tokyo. » Il m'écrivait: « Je rentre par la côte de Shiba. Je pense à la liste de Shonagon, à tous ces signes qu'il suffirait de nommer pour que le cœur batte. Seulement nommer. Chez nous, un soleil n'est pas tout à fait soleil s'il n'est pas éclatant, une source si elle n'est pas limpide. Ici, mettre des adjectifs serait aussi mal poli que de laisser aux objets leurs étiquettes, avec leur prix. La poésie japonaise ne qualifie pas. Il y a une manière de dire bateau, rocher, embrun, grenouille, corbeau, grêle, héron, chrysanthème, qui les contient tous. La presse ces jours-ci est remplie de l'histoire de cet homme de Nagoya. La femme qu'il aimait était morte l'an dernier. Il avait plongé dans le travail à la japonaise, comme un fou. Il avait même fait une découverte importante, paraît-il, en électronique. Et puis là, au mois de mai, il s'est tué. On dit qu'il n'avait pas pu supporter d'entendre le mot printemps. Il m'écrivait: « Jusqu'au fond des souks de composants électroniques dont les extravagantes se font des bijoux, il y a dans la partition de Tokyo une portée particulière dont la rareté en Europe me condamne à un véritable exil sonore. C'est la musique des jeux vidéo. Ils sont incrustés dans les tables. On peut boire, on peut déjeuner en continuant de jouer. Ils ouvrent sur la rue. En les écoutant, on peut jouer de mémoire. » Je vous écris tout ça d'un autre monde, un monde d'apparence. D'une certaine façon, les deux mondes communiquent. La mémoire est pour l'un ce que l'histoire est pour l'autre, une impossibilité. Les légendes naissent du besoin de déchiffrer l'indéchiffrable. Les mémoires doivent se contenter de leur délire, de leur dérive. Un instant arrêté grillerait comme l'image d'un film bloqué devant la fournaise du projecteur. La folie protège, comme la fièvre. J'envie Hayao et sa zone. Il joue avec les signes de sa mémoire. Il les épingle et les décore comme des insectes qui se seraient envolés du temps et qu'il pourrait contempler d'un point situé à l'extérieur du temps. La seule éternité qui nous reste. Je regarde ces machines. Je pense à un monde où chaque mémoire pourrait créer sa propre légende.
Je prenais le train vert de la Yamanote Line et je descendais à la gare de Tokyo, voisine de la poste centrale. Même si la rue était vide, je m'immobilisais au feu rouge, à la japonaise, afin de laisser la place aux esprits des voitures cassées. Je mesurais l'insupportable vanité de l'Occident qui n'a pas cessé de privilégier l'être sur le non-être, le dit sur le non-dit. Enfin, je descendais dans la cave où mon copain le maniaque s'active devant ses graffitis électroniques. Il m'écrit du Japon. Y aura-t-il un jour une dernière lettre ?